Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous une nouvelle fois. Ça y est, enfin, je vous l'ai déjà dit, c'est la reprise, ça fait du bien de se retrouver. Il y en a qu'on est très heureux de voir. Joy, je suis très heureux de te voir, tu vas bien? Merci, je suis contente de savoir que c'est moi que tu es heureux de revoir. Bah oui, je suis très heureux, tu vas bien? Ça va. Ok. Ça va bien. Claude, Oui, tu vas bien? je vais bien. Bienvenue. Merci. Je suis ravi. Alors, vous l'avez déjà vu sur une des premières émissions. Il est avec nous, je vous l'ai dit, parmi les chroniqueurs. Il a une sensibilité, il a une analyse qui va nous enrichir tout au long de cette année. Tu me touches, tu me touches. Je te mets surtout de la pression, hein. Donc, merci. Et, cher père, ça va, papa? Bah, tu pourrais me jouer du violon comme à lui. Mais non, toi, ça ça va. me ferait du bien, moi. Toi, ça va. Eh ben, ça va bien, c'est le temps des vendanges, c'est super. C'est bien. T'es content d'être en septembre, c'est ça que tu veux nous dire? Je suis content. On est En heureux. Alsace, on est content quand on rentre les raisins. Voilà. Eh ben, tu rentres les raisins? Non, mais c'est les autres qui les rentrent. Moi, Ça, j'aurais fait les vendanges, je les toi. goûterai Toi, tu plus les tard. bois, les raisins. Si, Hein? j'ai déjà fait les vendanges, ma fille. Combien Ah ouais. de temps? Le temps de les rentrer. Il a fait un fait une aller-retour. heure. Il a pris un petit sachet, il a fait un aller-retour. Bon, allez, Hein est-ce qu'on peut continuer? C'est comme la fois où il disait qu'il allait voir maman et puis qu'on lui dit il prenait sa mobilette. Je lui ai dit t'es à combien de temps? 1 kilomètre. Il dit, contre vents et marées, je prenais ma mobilette pour aller la voir. Non mais lui il sait utiliser les informations qui Je lui ne me plaisent, prononce hein. pas dans les affaires de famille, je suis désolé. Ah, c'est Bon, bien. en Je tout vois cas- un homme sage. Hein, Voilà. ça... Jusqu'à quand on ne sait pas. Mais en tout cas on est heureux de t'avoir avec nous Merci, sur ce plateau. merci. Tu seras la voix de la sagesse ce soir. Voilà, ok. Enfin, les cheveux, Merci pour nous, Ok, franchement. merci. les cheveux blancs, c'est moi qui les ai. Hein. Oh, C'est ça commence. le sage dans la Bible. Ça commence, regarde sur son, Oui, petit, enfin, chez toi, il pousse en dessous de la sur tête. son petit bouqueton là. Ok, ok. C'est quoi Bon. le sujet du coup? On va commencer, mais alors ce soir c'est une soirée avec deux sujets, ça me semblait intéressant déjà de les mettre ensemble et puis on va entendre un témoignage aussi, un témoignage riche en émotions et j'ai demandé à cette personne de venir sur le plateau tout à l'heure, mais je voudrais tout d'abord commencer en parlant du racisme. L'émission On s'y retrouve, c'est une émission où on parle de tout. En tout cas, je ne veux pas me mettre de filtre. Maintenant, il y a des sujets plus ou moins légers. Des fois, il y a des émissions plus légères, d'autres émissions un peu moins légères. Mais je pense que c'est très important d'évoquer ça. Pourquoi? Parce que le racisme est toujours aussi présent, voire si ce n'est même grandissant. Je vous prends un article publié par Les Échos en 2020, le 18 juin 2020, et je vous le cite. Un recul de l'indice de tolérance des Français et une augmentation des actes racistes. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a remis ce jeudi matin l'édition 2019 de ses travaux sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie. Au total, 1,1 million de personnes disent avoir été victimes en France d'au moins une atteinte à caractère raciste, antisémite ou xénophobe en 2019, selon une enquête de l'INSEE et de l'INED. Selon le service central du renseignement territorial, les actes racistes sont en augmentation de 38% en 2019. Dans le détail, la hausse est de 27% pour les actes antisémites, 687 actes, de 54% pour les actes anti-musulmans, 154 actes, et de 130% pour tous les autres actes racistes, 1142 actes. Alors ce sujet, il est toujours d'actualité, il fait toujours autant parler et je l'ai intitulé « Le fléau du racisme » parce que c'est réellement un fléau, le racisme, et c'est pour ça que ça me semblait important de le préciser. Alors je voudrais juste préciser deux notions. On parle dans l'article que j'ai cité de racisme et de xénophobie. Et alors l'antisémitisme, c'est la haine du juif, mais le racisme, c'est la haine d'une race ou d'une origine, et la xénophobie, c'est la haine de l'étranger. C'est deux notions qui ont un petit peu de différence, mais en général, aujourd'hui, on les remet dans le même panier. En tout cas, ceux qui en parlent à la télé, ils en parlent pour dire la même chose. Mais je trouve qu'il y a deux notions assez intéressantes. Peut-être j'aimerais commencer comme ça. Comment vous, aujourd'hui, vous expliquez le racisme? Et on va peut-être se concentrer en France. Comment vous expliquez le racisme en France, encore aujourd'hui, en 2021? Eh ben Joy, vas-y, on te laisse. Tu me regardes. Non, mais on t'écoute, on veut avoir la réponse. Alors la réponse, j'ai l'impression que le racisme en fait a toujours été là. Et peut-être qu'il y a des moments où il a été plus visible que d'autres. Mais comment l'expliquer en France aujourd'hui? Moi j'ai envie de dire le racisme pour moi il est lié à la peur de l'autre, à la peur de l'inconnu, à la peur de l'étranger. Et
c'est comme ça que je l'expliquerais, à la peur et à la méconnaissance en fait de l'autre. Est-ce que vous voyez du racisme en France? Oui, oui. Moi, je trouve oui, c'est intéressant exactement. d'entendre aussi Claude, mais même en tant que Français, je dirais de couleur blanche, est-ce que vous voyez du racisme aussi? Alors peut-être je vais te laisser Claude et ensuite peut-être papa aussi. Oui, mais dans les chiffres, il y a deux dimensions dans les chiffres que tu nous donnes là. Il y a le racisme, comme tu peux le dire, Joy, la peur de l'autre, la méconnaissance de l'autre dans sa différence. Et là, on est dans des atteintes à la personne. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas juste... C'est des actes c'est racistes. des actes racistes. C'est-à-dire, je ne suis pas juste dans cette dimension de peur, mais j'extériorise. Et là, on parle c'est de la haine, ce n'est plus de la peur. Donc, j'extériorise ce rapport à l'autre par des actes qui peuvent être des actes délictuels, puisque le racisme est condamné par la loi. Et ces deux formes de racisme qui sont présentes, c'est-à-dire la capacité de rejeter l'autre, parce que pour moi, le racisme, c'est un rejet. Je te rejette à cause de ta différence, quelle qu'elle soit. Capacité à rejeter l'autre, et qui peut être humain, hein, qui est lié à chacun d'entre nous, dans nos sphères, dans nos différentes sphères. En France, ici, c'est plutôt l'autre dans quelques différences que ce soit. Et cet acte, et ce dont tu nous parles là, qui est là, la volonté de nuire à l'autre à cause de sa différence. Est-ce que tu l'as déjà vu ou même expérimenté toi en France? Je l'ai déjà vécu, Ouais. parce que je suis noir de peau et j'ai connu, j'ai vécu des actes de racisme. C'est-à-dire pas simplement qui se limitent à la pensée ou à l'idéologie, mais aussi à une pratique et là on parle de discrimination, quoi. C'est-à-dire à cause de ta couleur, je te réduis à des comportements, à des attitudes. C'est des choses assez banales, hein. Je rentre dans l'ascenseur, dans les bus, parce que tu es noir quand tu es tout jeune, à l'école aussi, j'ai vécu ces choses-là. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance d'être marié avec une formidable femme. Vraiment, je lui dis que je l'aime, si elle m'écoute, si elle m'entend. Où qu'elle soit. Où qu'elle soit, je t'aime. qui est, elle, blanche. Et c'est sûr que notre union ne s'est pas faite sans heurts, parce que c'est là où on est confronté réellement à l'autre dans sa différence. Et voilà. Moi, quand tu demandes, avant de te laisser toute la place. Pour l'instant, j'attends patiemment. Oui. Je trouvais ça beau. Non, mais quand J'ai l'impression qu'il y a une ségrégation au niveau de l'âge, mais ça ne fait rien. Discrimination. Je ressens une discrimination, mais je Non, mais patiente. puisque ta question c'était est-ce que vous voyez du racisme en France, c'est vrai que ça me fait penser maintenant à une petite anecdote que mon mari a vécue, qui est français d'origine, mais il est, en fait, on pourrait physiquement lui donner plein de nationalités différentes. Et il est artisan. Et en fait, lui, plusieurs fois, il rentre du boulot et il me dit, mais les gens, ils me voient, ils commencent à parler alsacien. Jusqu'à ce qu'il voit son nom sur sa camionnette. Qui est bien français, du coup. Qui est bien français et qui change d'attitude ou qui carrément lui disent c'est vous, je peux dire son nom, hein, c'est vous Pierre Moulin Oui, c'est moi. Ah, ça va, on est rassurés pour dire. Et là, on était en vacances, on a rencontré pareil des Alsaciens, mais comme on a sympathisé tout ça, et justement la dame nous expliquait que elle, quand elle justement, elle avait des artisans qui venaient travailler à la maison qui étaient d'autres origines, et elle se mettait à parler en alsacien. Tu vois, c'est quand même vraiment encore présent, ça c'est sûr, quoi. Papa, est-ce que toi tu Alors, as déjà vu? Bon, tout d'abord, moi je voudrais d'abord commencer par dire que le racisme est universel. Oui. Parce que le racisme, j'ai beaucoup voyagé et le racisme, je l'ai vu partout. Et je l'ai vu. C'est pas que contre une. Mais je pense que c'est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de racisme, on a le sentiment que cela concerne toujours une catégorie
de gens. Et le racisme est universel. Et je l'ai vu s'exprimer sous différentes formes. Ensuite, pardonnez-moi, mais quitte à vous choquer, je pense que le racisme ne s'exprime pas seulement sous la forme dont Claude vient de le citer, mais je crois qu'il y a des actes de délinquance qui sont réellement aussi des actes de racisme. Mais on ne les classe pas dans les actes de racisme. Par contre, ceux qui les font réellement. Alors, essaye d'exprimer plus clairement des actes de délinquance qui sont des actes de haine envers une autre race. Et on le retrouve dans la délinquance. Mais on en parle très peu. On en parle très peu parce que comme on catalogue ça dans les actes de délinquance, on n'en parle pas comme des actes racistes qui seraient liés à la couleur de peau d'une personne ou au signe religieux, parce que là aussi, on pourrait parler du signe religieux. Donc, il est évident que l'on peut voir aujourd'hui dans notre pays du racisme et malheureusement, et là j'en parle avec tristesse en tant que pasteur, on le retrouve dans les églises. On va revenir dessus. D'accord, mais tu me demandes si je peux le constater. Oui. Le constat à l'extérieur, tout le monde le fait. Tout le monde s'en rend compte. Mais dans les églises, je trouve que c'est... Est-ce que tu l'as déjà vécu ? Toi ? Oui. Moi, je me souviendrai... pardonnez-moi, mais je me souviendrai toujours. J'ai pris le train ici, à la gare de Mulhouse. Et je voyais un balayeur qui était d'une certaine origine. Mais alors, ce qui m'a frappé, c'est que celui qui était sur le quai avec nous et qui l'insultait était aussi un étranger. Et il traitait cette personne qui faisait son travail. Elle était là, sincèrement, ça m'a blessé. Il le traitait de singe, alors que cette personne faisait juste son travail. C'était insupportable. Je dois dire, c'était insupportable. Et c'était inapproprié, je veux dire. Il n'y avait aucune raison. On sentait qu'il y avait vraiment une haine. Le racisme, c'est quand même cette théorie qui veut que certaines races se sentent supérieures à d'autres. Mais encore une chose, n'oubliez pas que sans qu'on puisse parler de racisme, parce qu'on ne parle pas forcément de race, mais il y a eu de tout temps, vous aviez entre tribus cette haine. Ici, entre Alsaciens, il y a le racisme régional. Hein. Oui, mais après, c'est rien que la notion de race en elle-même, pardon. Non, mais vas-y. Rien que la notion de race en elle-même, en fait, elle est erronée. Parce que scientifiquement, il n'y a rien qui définit une race. C'est juste des représentations pour classifier des... Mais même si tu parles de xénophobie, la peur de l'étranger. Ou la haine de l'étranger. Moi, je sais que souvent, j'ai entendu des amis qui étaient ou noirs ou plus clairs, ou maghrébins, qui me racontaient avoir vécu différentes choses. Et là où je l'ai expérimenté personnellement, c'est quand je suis allé en Suisse. J'ai habité 3 ans en Suisse et je ne m'étais pas préparé à ça, pour le coup. Et je me rappelle notamment un jour où je suis arrivé dans un garage en fait pour louer une voiture, etc. Et je posais une question et puis je discutais avec le gars et tout à coup il a monté le ton et devant tout le monde, hein, il a dit mais qu'est-ce que tu veux toi, de toute façon t'es français, t'es venu ici pour notre argent, comme ça devant tout le monde. Je me suis dit ah tiens, je pensais pas qu'un jour ça allait m'arriver comme ça. Et ben, je vous assure que ça fait vraiment, parce que c'est public, Ah bah oui. ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre, t'as l'impression d'être dénigré pour rien, puisque tu peux rien que tu viennes de France ou que tu sois noir de peau, ou que tu sois... Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est universel. Moi, j'ai déjà été aussi dans d'autres pays où, en tant que blanche et que seule blanche dans la pièce, c'est pareil. Les gens parlaient dans leur langue alors qu'ils savaient parler français, mais c'est cette crainte de l'autre, ou cette méconnaissance aussi de l'autre. Je mets un petit point d'éclairage dessus.
Samuel l'a très bien dit. Il a dit que le racisme se base déjà, c'est-à-dire le racisme primaire se base sur une idéologie de supériorité des races. Race qui n'existe pas, en fait. Qui n'existe pas. Mais c'est-à-dire de classification des races, de la race, voilà, de la plus grande à la plus... je la distingue réellement de la peur de l'autre, que nous pouvons tous avoir, ou de la crainte, ou de la méconnaissance, ou de l'ignorance. Parce que ceux qui sont vraiment, je ne sais pas si on l'est ou pas, mais il y a vraiment des hommes et des femmes qui pensent ils sont supérieurs, que l'autre comment dire, et que l'autre n'a pas de valeur, quoi, n'a pas de valeur. Et c'est ce racisme-là, déjà, de base, qu'on doit pouvoir condamner ici. Tu prends Hitler avec la race aryenne. Voilà. Forcément, c'est l'exemple où ils sont allés au bout de quelque chose d'horrible, mais qui était dans leur conception, une race supérieure. Bien, l'esclavage est né aussi de cette conception-là, avec la déclaration que les personnes que l'on traitait de manière ignoble n'avaient pas d'âme. Ouais, c'est ça. Ils n'avaient pas d'âme. C'est-à-dire qu'on avait dépersonnifié ceux qui étaient là. Déshumanisé. Et ça, déshumanisé. Et ça, c'est terrible. Ouais. Ça, c'est d'un point de vue je ne peux même pas imaginer le créateur qui a créé les hommes. Ouais. Il a créé Adam et Ève, parce que finalement, qu'on le veuille ou non, avec tous les discours que tiennent certains, on a tous la même racine. Mais oui. C'est vrai. On a tous la même origine. On se retrouve tous dans un même couple. Tu vois, moi je me dis quand c'est la peur de quelque chose, et je l'ai dit en prédication il y a quelques mois, mais la peur, il faut l'affronter pour pouvoir ne plus réagir par la peur. Et donc si tu as peur de l'autre et que c'est ça qui te pousse à un racisme qui reste entretenu comme ça dans tes pensées, il faut aller vraiment te renseigner. Il faut aller aussi vraiment rencontrer si tu veux lutter contre ça et pas l'accepter. Parce que justement, j'aimerais qu'on vienne dessus. Ce qui est d'autant plus étonnant, voire d'autant plus triste, c'est qu'on le retrouve dans l'Église. Et moi, c'est là où ça me questionne. Vraiment, dans le monde, dans le monde, il y a le péché, il y a la haine de l'autre, il y a les oppositions, etc. Dans l'Église, ça me questionne vraiment pourquoi on ne se renseigne pas, pourquoi on ne va pas creuser, pourquoi on ne va pas lutter contre cette peur si on l'a identifiée contre quelque chose qui est mauvais. Parce que toi, tu le disais, papa, tu le vois dans l'Église aussi, le racisme. On le voit dans l'Église, et le problème, c'est que systématiquement, on attribue les maux de la société à l'étranger, à l'autre, mais quand même en particulier la notion délinquance-immigration, elle est quasiment constamment martelée dans les médias par certains mouvements, certaines tendances politiques également. Et donc, inconsciemment, si nous avons des problèmes dans la ville, si nous avons des problèmes c'est à cause de l'autre. Et l'autre, c'est en général celui qui est étranger à nous. Qui est différent. Qui est différent. Alors, bien sûr que parfois, malheureusement, et pour d'autres raisons, en partie, une certaine réalité vient parfois conforter ça. Ouais. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais il y a certains éléments qui viennent conforter. C'est qu'il y a de la nuance dedans. Mais comment le racisme, il est alimenté par un manque de nuance. Il n'y a pas de nuance dans le racisme. Dans le racisme, c'est encore une fois, si on en revient au racisme pur, c'est le sentiment de supériorité. Donc là, on est dans... Il y a un côté irrationnel aussi, même dans les raisonnements racistes. C'est tous ceux-là qui sont comme ça. C'est des généralités, mais c'est irrationnel. Le racisme a beaucoup d'enfants, parce que le racisme, d'abord, crée beaucoup de souffrance. Le rejet qui crée beaucoup de souffrance. Et beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vécu, qui ont subi le racisme, sont encore des hommes qui sont comme marqués par cette souffrance, qui conditionne aussi finalement le rapport à autrui, puisque le racisme a des enfants, et un des enfants du racisme, c'est le racisme.
Ah, ça crée des vraies oppositions. Un je suis des d'accord. enfants du racisme, c'est la peur. Un des enfants du racisme, c'est le repli sur soi. Un des enfants du racisme, c'est la haine. Voilà. Et c'est intérieur, et comme tu l'as dit, ce n'est pas raisonné. Ce n'est pas C'est ça. raisonné, il manque de nuances. Alors et de le vivre à l'église, c'est encore beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a la réalité de ce que la Bible nous dit, parce qu'ils l'ont vécu aussi. Je le vois, l'église primitive, avec Paul et Pierre, le disciple des Juifs, Pierre qui est devenu Des l'apôtre. gentils, ouais. Voilà. Mais Paul qui dit dans Galates, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni maître, ni esclave. Ni homme ni femme. Mais je le glisse quand même. Mais c'était la faut- Bible version Claude Coulon. Et voilà, tu as... Non, mais parce que je l'ai c'est pas laissé vous terminer. deux qui Ah, allez... c'est Je l'ai bon. laissé C'est beau, terminer. non, Ah c'est ben oui, beau. mais oui. Je Mais n'avais oui. pas dire retenu que- cette partie du verset. C'est très beau. Et on doit pouvoir le vivre. Et j'ai envie de dire qu'on le vit. Parce qu'il ne suffit pas non plus, il ne faut pas généraliser. Ah non. C'est Faut ça. pas généraliser. Moi, ça va faire 22 ans que je suis dans cette église. Alors, est-ce que je n'ai pas vécu des choses compliquées? Oui. Mais est-ce que j'ai aussi été accepté, accueilli? Est-ce que j'ai vécu de belles choses? Mais oui. C'est-à-dire, l'église est le reflet finalement de chacun d'entre nous. Celui qui s'approche de la lumière, il peut obéir et manifester l'amour de Dieu, et des deux côtés. Et je bénis le Seigneur d'être dans une église, en tout cas pas parce que mon pasteur est là, hein, où les communautés sont c'est compliqué, vous voyez, on arrive à dire le terme communauté, mais parce qu'elles existent quand même. Mais oui. On est d'accord. Mais où les communautés sont acceptées, où je trouve ma place. Alors quand je dis je ne veux pas parler pour tout le monde, hein, mais je pense que nous sommes Ouais. on accepte cette différence-là, Mais à défaut de la et pour cultiver. moi, l'Église, c'est le seul endroit où, à terme, il ne doit plus y avoir cet espace pour le racisme. Mais moi, quand je rentre dans l'église, je rentre dans ma famille. Il n'y a pas de différence. C'est ça. C'est Claude, c'est Smile, c'est mes frères. Mais ça, je l'ai vécu aussi très fortement en voyageant. Quand j'arrive en Afrique, je suis à la maison. C'est ça. Mais je suis vraiment à la maison. J'aime mes frères. Et quand je dis j'aime mes frères, mais quand j'arrive en Algérie, je suis à la maison. Je change, je suis dans ma famille. Et ce qui fait que je suis dans ma famille, c'est que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça. C'est ça. Et à ce moment-là, s'effacent et les couleurs et les Toute forme de différenciation. toute forme de différenciation. Au contraire, je suis enrichi par les différences culturelles. Je découvre d'autres manières de cuisiner. De louer le Seigneur. Je découvre d'autres manières de louer le Seigneur. prier. Je découvre d'autres. Non, sincèrement, je suis enrichi. D'où je me dis, mais les croyants qui sont encore à ce stade-là dans l'Église avec un grand E se privent d'une bénédiction et d'une richesse. Vraiment. Et, Ouais. et, Et j'aurais quand même envie de dire, et c'est grave le racisme dans l'Église. mais c'est grave. C'est grave, c'est l'épouse de Christ, c'est le corps de Christ, ça l'entache d'une manière que Dieu n'a jamais voulu. Mais Benjamin, pour moi, c'est aussi grave que la haine entre deux frères. Oui, C'est aussi grave que. mais parce que- C'est grave parce que. Ouais, mais regarde, parce qu'il y a un regarde, papa. sentiment de supériorité. ouais, mais regarde, en Alsace, pourquoi je dis c'est grave? Mais regarde, on prend l'Alsace, alors l'Alsace a beaucoup de qualités quand même, énormément, mais il y a aussi du défaut dedans, et des fois, il y a du... on le sent dans certains petits villages, on sent facilement vite du racisme ou des petites phrases ou, voilà, qui partent comme ça et prises à la légère. Et dans l'Église, pour moi, même comme notre frère, je suis d'accord, mais dans l'Église, pour moi, c'est vraiment grave. Il faut, en tout cas, si certains se sentent concernés par ça, il faut que vous priez pour ça, vraiment faire ça comme un sujet de prière, parce que il faut que Dieu change le cœur de chacun pour que l'épouse soit de plus en plus belle, sans taches ni rides. Ça fait partie des tâches et des grosses tâches. Mais je pense que certains ne réalisent pas à quel point
ils auraient du mal avec Jésus, qui venait d'une région du monde à laquelle on n'est pas habitué. Ouais. Non plus. Et Jésus serait là, parce que tout le monde, les Suisses ont un Jésus suisse, les Alsaciens ont un Jésus alsacien. Il y a une église il comme était- ça à Jérusalem. Où il y a, je ne sais pas si tu es déjà allé dans cette église à Jérusalem, il y a une église où il y a sur tous les murs, il y a un Jésus selon les Chinois, un Jésus selon les Ah oui, Africains, non, un Jésus selon les Camerounais, un Jésus. Mais elle est incroyable, tu as un Jésus aux yeux bridés, un Jésus tout bah oui. petit, t'as- Alors On se fait des que représentations. si Jésus venait ici, il décoifferait. Il décoifferait mais par qui il était, au mais travers de de l'endroit où il a grandi, etc., et par la différence. Mais moi, ce matin, justement, je lisais, j'ai lu ma Bible. C'est bien. Non, et ce qui m'a Alors ça, marqué, C'est bien de nous le dire. Joël. Non, mais- Alors pour Non, tous mais ceux qui ça n'ont m'a- pas ça entendu, m'a elle a inter- lu sa Bible. ça ce m'a matin. interpellée parce Voilà. qu'on parlait On est content. du racisme aujourd'hui, mais j'ai trouvé, enfin, en lisant en tout cas dans Jean, que finalement, très tôt dans son ministère, il est allé vers les Samaritains. Ouais. Et il leur a annoncé la bonne nouvelle presque avant de l'annoncer à tout le monde très ouvertement, quoi. Alors, ce sont des Juifs, mais qui étaient quand même qui étaient rejetés. complètement rejetés dans... T'es ostracisé, ouais, il s'était vraiment poussé. Et j'ai trouvé ça trop beau de me dire qu'en fait, il a très tôt fait la démarche d'aller leur annoncer la bonne nouvelle. Il fallait qu'il passât par la Samarie. Et je me dis, en lui, il n'y a jamais eu forcément aucune forme de racisme. Et il va vers l'autre, quoi, tout le temps. Et Et un de des toute beaux façon. entretiens, c'est celui avec la Samaritaine. Bah oui. Et quel amour quand il parle de sa vie, en rien il va l'humilier, en rien il va profondément la respecter. Et c'est pour ça que quand la Bible dit, si je dis j'aime Dieu et j'aime pas mon frère, il n'est pas dit à condition qu'il soit comme ça, comme ça, comme Ouais, ça, comme ouais. ça. Mais je suis un menteur. ouais. En tout cas, j'aurais une autre symbolique. Je vois une image. Bah, Bon, je ne vas-y, vois et rien là. ensuite hein. on va enchaîner. Je ne hein. vois rien, mais je me disais, c'est comme une morsure. C'est comme une morsure, le racisme. Et celui qui est mordu, il perd des forces. Il perd des forces. Et il en souffre. Voilà. Et voilà, c'est une occasion, j'en profite ici, simplement pour dire, pour ceux qui ont été mordus, vous pouvez guérir. On guérit du racisme. On guérit du rejet. C'est important de l'entendre. On a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Et ça, ou bien on crée une surréaction, une réaction, finalement, qui nous rend malades. Parce qu'il y a des gens qui meurent de racisme, ou qui vivent dans ce monde-là toute leur vie, ou bien on peut en guérir. Et voilà, vous pouvez guérir du racisme. Ceux qui ont subi ces actes, Dieu peut vous en guérir, Dieu peut vous en libérer, vous pouvez pardonner. Et vous pouvez tendre la main à nouveau. Ouais. Et pour ceux qui sentent en eux-mêmes comment dire, ce cancer, c'est un cancer, c'est une gangrène qui est en vous quand vous m'entendez parler, ou je ne sais pas, mais j'ai envie de vous dire, Dieu peut faire l'opération, il peut enlever ce cancer aussi. Il peut enlever ce cancer. Vraiment, En c'est tout cas, possible. moi je me dis souvent quand on arrive au ciel, il ne faut pas qu'on ait de problème avec le racisme. Ah. Parce que là... Mais là, tu as une grande révélation. Ah bah quand là, même, ça... hein. On est nombreux là-haut. Ah bah là, ça... Ah. Et ils viendront de partout. Ah hein. ouais. Par contre, C'est il y a ça. juste peut-être une chose qu'on n'a pas abordée, mais et je le dis aussi, j'en profite puisque Claude est là. Et moi, je voudrais puisque on est à bâton rompu. On est autour de la table. Tant que ça se fera c'est- pas, tout se dire. on peut tout se dire. De l'autre côté, j'ai le sentiment aujourd'hui que on a tellement exacerbé aussi la notion de racisme qu'en fait aujourd'hui on ne sait plus comment s'exprimer. Par exemple, je dis aujourd'hui, rien que le fait de dire le noir, déjà on est. Oh. Alors, ça me fait parfois sourire parce que tout le monde dit le black. La black, ça passe. Noir. Et c'est là que j'ai aussi parfois le sentiment que si on veut rester dans une relation vraie, il faut qu'on puisse être dans comment dire, c'est difficile à dire. Je crois que les propos ne doivent jamais être blessants.
mais on peut rester dans le côté décontracté Ben, c'est ça. Je pense et faire de nos différences parfois cette richesse, mais et en même temps Le- ce qui nous fait sourire, etc. tout en respectant l'autre. Mais- Maintenant, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire une blague à quelqu'un, et quand ensuite elle m'a dit non, ça, moi, j'aime pas, je le ferai C'est plus ça, du tout. c'est Maintenant, ça. avec d'autres, je peux le faire facilement aussi. Je sais que ça ne créera pas de soucis. C'est dans le cœur d'abord que ça Dans parlera. l'intention. C'est dans le C'est dans cœur, c'est dans l'intention. l'intention. Le souci, c'est que ça vient rencontrer un terreau qui est déjà C'est ça. fertile. C'est-à-dire, si j'ai entendu... Ça donne écho. Moi, j'ai pris... J'ai aujourd'hui passé l'âge, mais j'ai connu une période où je ne pouvais pas supporter des blagues sur... mais parce que je l'entends à l'école, je peux le vivre l'une ou l'autre fois dans la rue, le dimanche matin, j'ai Et pas c'est envie de juste ce que l'entendre, tu dis, en fait. ça alimente quelque chose qui est là. Mais D'où il y a- l'importance d'être vigilant et sensible. Mais à d'où l'autre. l'important aussi de guérir. Ouais. Parce que je sais aujourd'hui que j'en suis guéri. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis en capacité d'en rire, mais c'est Dieu qui l'a fait. Mais il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, Ouais. ça aurait été Ça t'aurait venir heurté. appuyer sur une plaie qui n'est pas... Ouais. qui n'est pas Guérie. guérie, quoi. Donc, d'où la nécessité de guérir, on peut pas s'y accommoder. Ouais. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le tolérer comme étant juste une maladie bénigne. C'est là, c'est comme ça, et chronique, on c'est le comme passe. ça, je vais avancer. Et c'est ce qui fait le repli sur soi. C'est parce que quand je ne crois plus en la réconciliation, la main tendue de l'autre, je me replie sur soi. Et on se retrouve dans des églises. Et si je peux dire un mot, mais les Dis-le, églises et ensuite on communautaires, enchaîne. Ouais. les églises communautaires aujourd'hui, pour moi, c'est dommage. C'est le repli sur ma culture, sur ma... Alors, c'est chouette, c'est bien, parce qu'il y a du positif. Mais derrière, je dis, hé, On se Et une prive. ouverture qui est on se possible. prive les uns des autres de ce que Dieu a donné au corps. Oui. Et on s'équilibre les uns par les autres aussi. Ouais. Je hein. suis d'accord. Et comme entre les générations aussi. C'est ça. Et, Ouais. On va c'est pour ça avancer. que c'est la porte ouverte. C'est Non, sincèrement, moi je trouve que c'est beau. Ouais, On va c'est beau. finir par ça. Ben, on va surtout avancer. Merci, Claude. Parce que Merci. je savais qu'en invitant Samuel Peter Schmidt, j'allais avoir du niveau et du débit de parole, mais en invitant Claude sur ce genre de sujet, je m'attendais aussi à un Ah bah oui, débit mais en même temps, c'est élevé. intéressant. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant et encore une C'est fois... enrichissant. Oui, c'est enrichissant. Merci. Il lui faut le mot de la fin, tu sais. Lui, moi, ça m'est déjà arrivé de terminer une phrase et il me dit non seulement ça, mais... Et il me sort un synonyme de ce que je viens de dire. C'est rien de plus, c'est un synonyme. Pas dans les histoires de famille, excusez-moi, je suis désolé. On va avancer parce que je veux vraiment qu'on puisse prendre le temps d'entendre un témoignage qui est dur, mais qui est aussi, je pense, édifiant. On a vu Dieu se manifester et j'ai la chance de pouvoir l'inviter. Alors, je ne vous le cache pas, ça fait 1 an que je lui en parle. Donc, alors ce soir, elle est un petit peu stressée, mais je suis très heureux d'avoir avec moi et avec nous Fabiola. Fabiola que j'inviterai. Hello Fabiola, Ben, bonsoir. on est Hello. ravis. Alors, vous la connaissez tous, hein? Oui. Oui. Je suis heureux de la connaître. Oh, ah oui, il aime les envolées comme ça. il aime Rassure-toi, ça, ça sera ça. normal. Je t'ai mis un petit peu d'eau pour que tu puisses te détendre Merci, si jamais tu es merci. stressé. Ok. On est ravis de t'avoir, moi particulièrement, pour aborder ton histoire. Mais avant tout ça, j'aimerais te poser une question. Comment tu vas? Je vais bien. Bon, Merci c'est d'avoir bien. posé la question. En tout cas, vraiment, comme dit, je suis ravi de t'avoir. Ton témoignage, alors moi, ton témoignage, tu m'en as parlé un peu, Oui. on m'en a parlé, mais volontairement, je me laissais aussi un peu surprendre par ton histoire, parce que je sais que derrière tout ça, au final, Dieu s'est glorifié. Mais elle commence dans un pays et dans une situation vraiment compliquée. Tu es né au Rwanda. Oui, je suis née au Rwanda, dans la région de Kyangugu. Ok. Dans Voilà. quelle région? Kyangugu. Je ne le répéterai pas pour ne Non. pas faire offense à cette région. Pourtant, c'est facile, Mais- kangourou. Voilà, tu vois, c'est la blague que je voulais pas faire. Mais... Et, Pardon. lui Et- situe ça en Australie. Je me suis bien. C'est ça. Alors j'ai intitulé cette partie de l'émission J'ai traversé un pays en guerre parce que c'est pendant le conflit Hutu-Tutsi C'est ça. que tout ça s'est produit. Alors peut-être pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cette période-là de l'histoire du Rwanda, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et ensuite on se concentrera sur ton histoire? Ça marche. Ben, moi, la guerre, par rapport à ce que je sais maintenant, parce que j'étais petite, j'avais 4 ans, j'allais vers mes 5 ans quand j'ai quitté quand même le pays. Donc, c'est plus tard, quand je suis arrivée en France, que j'ai pu lire et pour même questionner mes parents pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé.
Donc tout ce que je sais, c'est que la guerre a commencé juste après l'attentat contre l'avion de l'ancien président. Ouais. Donc après la guerre, elle a duré 3 mois et 10 mois à peu près. Donc c'était du 7 avril au 17 juillet. Hein. En En 94. 94. Et donc il y a eu le conflit entre les Tutsis et les Hutus. Hein. Donc il n'y a pas, je ne vais pas prendre de parti pris. Donc il y a eu des deux côtés, bien sûr, de pertes humaines. Donc l'ONU a chiffré à peu près vers 800 000 morts dans 3 mois et 10 jours à peu près. Ah ouais, moi Oui. en ayant lu un petit peu du coup, en préparant l'interview, j'avais même lu le chiffre de 1 million de personnes. C'est terrible, Oui. c'est dramatique. C'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué, là, les pertes humaines en si peu de temps. Et toi, tu t'es retrouvé là-dedans, Oui. dans tout ça, tu avais 4 ans. Oui. Et donc, il y a eu cette décision de traverser le pays et d'aller jusqu'au Congo, c'est ça? La décision, ça a été de mes parents. Hein, donc c'est nous qui avons... Je pense bien que c'est pas toi qui as pris l'initiative à 4 ans, mais... Oui, donc on a fui le pays comme on pouvait. Donc je me rappelle qu'on a marché 800 km à pied. 800 km. Ah. À 4 ans. En combien de temps? Alors là, Ben, je sais pas, je pourrais pas vraiment te dire en combien de temps. T'as plus tous les J'ai souvenirs plus, sont pas oui, toi. vraiment, j'ai plus tous Ouais, c'est les normal. souvenirs. Donc à 4 ans, je me rappelle. J'ai encore des bouts de souvenirs, mais pas tout en entièreté. Est-ce que tu te rappelles avoir vu aussi des... je ne veux pas rentrer dans du morbide, etc., mais juste comprendre que voilà, tu n'as pas fait une randonnée de 800 km, hein, mais est-ce que tu as vu t'as assisté à des scènes de guerre, des choses comme ça aussi à ce moment-là? Moi, je pense que, comment dire, pour ne pas choquer les gens, moi, j'ai seulement des souvenirs où je voyais des morts sur la route, à la forêt, des gens qui étaient morts par manque de faim ou simplement parce qu'ils étaient fatigués. Et ces souvenirs-là, tu les as encore alors que tu avais 4 ans. Ma mémoire, comment dire, elle a fait une amnésie, on va dire. Ouais. C'est vraiment plus tard, quand j'ai commencé à grandir, que j'ai commencé à avoir des souvenirs et Ils sont revenus. voilà, c'est ça. Comme souvent dans les événements traumatiques. Le hein. choc, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as traversé le pays? Je crois que tu m'avais dit il y avait ton frère, c'est ça qui était Non, avec c'était toi? avec ma sœur. C'était Ma avec ta sœur sœur? aînée, oui. Ma sœur aînée, on a traversé le pays ensemble. Il faut savoir qu'on n'avait plus de famille, donc on s'est tous séparés à un moment. Donc il y avait, moi je suis partie avec ma sœur, mes 2 frères sont partis ensemble, mon père est parti d'un côté, et ma mère elle est partie avec ma petite sœur qui allait avoir 3 ans parce que moi j'allais sur mes 5 ans, et avec mon frère le deuxième de la famille, donc on était tous éparpillés. Et t'es partie avec ta sœur qui avait quel âge? À cette époque, elle avait 14 ans. D'accord. Est-ce que alors déjà moi je me dis vivre ces événements-là traumatiques dans l'enfance, c'est terrible. Aucun enfant devrait avoir à vivre ça. Et malheureusement, je pense que c'est bien de parler de ce sujet-là parce qu'il y a encore des zones de guerre et qu'il y a encore des enfants qui vivent encore ça aujourd'hui. Donc que ce soit pas seulement au Rwanda, mais dans plein d'autres pays. Et je pense que c'est important de le soulever. Il y a des enfants qui sont dans ces situations-là. Je voudrais savoir, est-ce que ta famille était chrétienne? Nous étions, on va dire nous étions anciennement catholiques. Oui. On a été tous baptisés, première communion, deuxième communion. Mais ma mère, elle a fait vraiment une rencontre personnelle avec le Seigneur. En lisant la Bible, donc elle voyait certaines choses que la religion catholique pouvait faire qui ne faisait pas partie de ce que la Bible disait clairement. Donc elle a vraiment prié, vraiment recherché le Seigneur. Et je pense que c'est dans cette rencontre personnelle avec Dieu, cette recherche profonde, qu'elle a pu découvrir, entendre la voix de Dieu, comprendre certaines choses. Et donc, tu me tends la perche. Donc comment ça s'est passé pour qu'on quitte le pays? C'est que ma mère, donc elle priait beaucoup, donc avec certaines de ses amies, certaines sœurs. Et là, le Seigneur lui disait, écoutez, il faudrait quitter le pays parce qu'il y aura bientôt la guerre. Première fois,
Deuxième fois, on lui a redit la même chose. Il faut quitter le pays, il y aurait bientôt la guerre. La troisième fois répétée, mais après, je ne sais pas si c'était espacé de combien de périodes, Ouais. mais en tout cas, ça a été répété 3 fois. Au bout de la troisième fois, donc ils ne sont pas partis. Hein. Et au bout de la 4e fois, le Seigneur a dit, bon, je vous ai prévenu quand même de partir, simplement parce que vous êtes attachés à vos biens, je comprends tout à fait, hein, attachés à vos biens, attachés à tout ce que je vous ai donné. Sachez que vous allez tout perdre, vous allez vous séparer, vous vivrez la guerre, mais un jour, quand j'aurai décidé, je vous ferai tous retrouver, réunir dans un pays que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est ce que ta mère avait reçu C'est ça, avant que la guerre, avant que commence. vraiment la guerre commence. Oui. Elle savait que du coup, vous alliez tous être dispersés, Oui. que vous retrouveriez dans un autre pays qui était la France, quoi, du La coup. France, oui, je peux dire. C'est ça. La France, Du coup, oui. vous êtes arrivé en France, En France. au compte-gouttes. Oui. C'est ça. Oui. Toi, tu étais la première à arriver? Non, c'était ma mère, mon frère et ma petite sœur. Ensuite, mes 2 frères qui étaient aussi dans un autre pays d'Afrique. Et ensuite, moi et ma sœur qui étaient au Congo. Et mon père qui est arrivé en 2006 en France. Mais vous aviez des téléphones pour vous dire où vous étiez? Ah ou- non, pas du tout. Pas du tout. Elle est Je dis incroyable, cette histoire. la Ouais, grâce incroyable. de Dieu, c'est que quand ma mère est arrivée en France, elle savait nos dates, quand est-ce que nous sommes nés. Et ma famille qui m'a accueillie au Congo, ma sœur, elle qui était plus âgée, à 14 ans, donc elle savait quelles étaient les dates de mes parents, les dates d'anniversaire, quand est-ce qu'ils sont nés. Avec la Croix-Rouge, c'est incroyable parce qu'au même moment, ils ont fait une recherche vraiment dans le monde entier pour savoir où est-ce qu'on était. Et il s'avère que ma mère, elle était déjà en France et nous, on était Au Congo. au Congo. Donc on a appris on s'est remis en contact grâce à la Croix-Rouge. Ah, c'est incroyable. C'est beau. C'est incroyable. Papa, toi, tu as été au Rwanda. Alors j'ai eu l'occasion d'aller, j'ai eu l'occasion de découvrir un très très beau pays. Oui. Et sincèrement, je ne m'attendais pas à découvrir ce que j'allais découvrir. Je l'ai découvert évidemment dans d'autres conditions que celles que tu as quittées, Mhm. puisque je suis arrivé à peu près 20 ans plus tard. Dans un pays qui, je le dois dire, était quand même à nouveau, dans ce que moi j'ai pu voir, hein, je n'ai pas parcouru le pays, mais j'étais à Kigali, etc. J'ai trouvé l'un des pays en Afrique où c'était la première fois quand même que je voyais tout le monde mettre la ceinture de sécurité. Tous les motards avaient avoir le casque. Alors pour ceux qui voyagent, pour tous mes amis africains, c'est très rare. Et ce qui m'est toujours resté, c'est que quand nous sommes sortis de l'avion, dans l'avion, ils nous ont dit « Vous laissez tous vos sachets en plastique dans l'avion. Le pays n'ayant pas le moyen de recycler, il est interdit d'emmener des sachets plastiques dans le pays. » Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé. J'ai de surcroît habité dans l'hôtel des Mille Collines, hôtel auquel est attachée toute histoire. l'histoire de Toute cette l'histoire, oui. période très sombre. Mm. Très sombre. Est-ce que quand tu y étais, tu as senti encore des stigmates Oui. 20 ans après? Oui, oui, oui. Et alors, automatiquement, quand vous venez au Rwanda, on vous emmène aussi au mémorial, oui, c'est etc. ça. Donc, Qui est important. j'étais au mémorial, mais je me garderai de dire quoi que ce soit. Je n'ai pas assez approfondi le sujet. Je sais que j'ai trouvé beaucoup de souffrance autant dans la communauté Hutu que dans la communauté Tutsi, ou inversement. Et pour moi, la situation est bien plus complexe et les racines du mal beaucoup trop profondes pour que je puisse en parler. Oui. Ce qu'on peut juste dire, c'est que la haine détruit. Que ce soit La la haine haine, détruit. alors là, on a eu la démonstration de la haine qui détruisait. Et dans ton récit, ce qui me marque, c'est lorsque tu dis que ta maman a été avertie plusieurs fois. Et la dernière parole du Seigneur à votre égard, c'est « Vous êtes tellement attachés au bien
que vous avez finalement par ma grâce, que tout cela, vous allez le perdre. Et ça me fait penser ça me fait quand même penser également, je fais un parallèle qui se veut pas être un raccourci, mais un parallèle avec les communautés juives d'Europe, dont des hommes comme Herzl, bien avant, en 1900, avertissait à Bâle, il y a eu le premier congrès sioniste, et c'est tout près d'ici, c'est à 25 km, où Herzl insistait, disait mais il va falloir quitter l'Europe, il y a une montée, une violence qui est en train de monter contre le peuple juif, et finalement, très peu ont écouté. Et attachés bon, et ça se comprend, ça faisait des générations, c'était leur pays, la France était leur pays, l'Allemagne était leur pays, etc. Et il y a du côté de l'Allemagne, à Rexingen, un endroit, c'est une petite ville où la moitié de la communauté juive a écouté et est partie. Oui. Wow. Et vous la retrouvez maintenant en Resraël. Et finalement, eux et tous leurs descendants ont été sauvés. Personne n'est parti dans les camps de concentration. Et puis une autre partie est restée. Alors certains sont restés à cause de l'âge, etc. Il y avait beaucoup de choses. Et malheureusement, eux ont connu alors les camps de concentration. Mais ça m'a toujours marqué l'histoire de Rexingen. Mais justement, c'est très intéressant parce que effectivement, tu le disais avant, la haine marque, et j'aimerais aller un peu plus loin, mais le temps passe, donc on pourrait rester là très longtemps. C'est ça. Une haine qui est liée au sujet qu'on avait tout à l'heure, au racisme. C'est pour ça que je voulais aborder la notion de racisme avant ton témoignage, mais j'aimerais savoir à quel point toi ça t'a marqué. T'es arrivé en France, mais voilà, est-ce qu'il y a eu tu l'as dit, t'as la mémoire qui est revenue petit à petit, mais comment tu t'es construite en fait, j'ai envie de le dire, c'est traumatisant. Comment tu t'es construite? Ou reconstruite, ouais. Quand je suis arrivée en France, bien sûr, de voir ma mère, pour moi, c'était un peu compliqué. Je disais, c'est ta mère. Moi, j'avais plus le souvenir, j'avais plus d'image d'elle. Tu es arrivée quand en combien de temps? En 2002. Donc, tu ne l'avais pas vue pendant combien de temps? 94. Ah oui. À peu près plus de 8 ans, 9 ans. T'es ça, 8 ans. Et tu avais une famille J'avais une famille au Congo. Donc pour moi, bien sûr, quand tu as eu ce contact de nouveau avec ma mère en France, on se parlait déjà au téléphone. Et quand ils m'ont dit, voilà, tu vas partir en France, voir ta mère, tes frères. Et moi, au début, j'étais... mais c'est qui? Donc j'avais presque déjà y a tout ça, en plus. De mémoire. Je me disais encore, voilà, je vais encore quitter ma famille dans laquelle je me suis construit, grandi, l'école. Donc j'avais déjà un peu mes racines là-bas. Et donc je suis arrivée en France, je regardais ma mère. Et là, je disais oui. Donc bonjour. C'était vraiment comme une inconnue pour moi. Ça m'a pris du temps de l'appeler maman. Ça m'a vraiment pris un peu de temps pour l'appeler maman. Mes frères, de les connaître un petit peu aussi. Donc on devait avoir une reconstruction familiale. Parce que ça, on n'avait pas eu. Ma mère, elle me dira toujours un jour que l'assurance qu'elle avait, c'est que, parce que Dieu l'a dit que vous allez tous vous retrouver. Mais dans quel état, elle ne savait pas. Mais elle a gardé la foi en disant, je sais que le Seigneur m'a dit que nous allons tous nous retrouver. Est-ce que toi, qu'est-ce que la foi a fait pour t'aider à te reconstruire justement? En quoi elle a été un pilier ou quelque chose sur quoi tu as pu t'appuyer pour te reconstruire face à ces moments? Et puis c'est traumatisant parce que non seulement tu as été déraciné une première fois, mais une deuxième fois aussi. Il fallait déjà que je comprenne. Parce que quand je suis partie, j'étais encore petite. Donc pour moi, je ne comprenais pas, je n'avais plus vraiment de souvenirs. Voilà, je suis arrivée dans l'âge où j'étais vraiment adolescente. Je commençais à entrer dans l'adolescence. Les hormones, on ne comprend pas. Les interdictions, on ne comprenait pas. La construction, pour moi, je peux dire qu'elle a commencé à partir de l'âge de 20 ans. Vraiment, de l'âge de 20 ans où j'ai commencé vraiment à comprendre, à savoir qui j'étais, quelle était ma famille, l'histoire, comprendre et assimiler l'histoire. C'est vraiment à partir de mes 20 ans. Et oui, ma foi, elle a beaucoup joué pour la construction. Elle continue d'ailleurs, parce que c'est pas fini. Ouais, c'est ça, c'est un travail...
Mais c'est ce que le Saint-Esprit fait dans chaque être humain. Il y a ces personnes comme toi qui sont passées par des choses très traumatisantes, puis d'autres qui ont été cassées dans l'enfance par d'autres choses, peut-être plus petites en tout cas de prime abord, mais on parlait du rejet, mais le rejet, quelle que soit la forme, en fait, il casse. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il te construit en fait, c'est qu'il te reconstruit. La restauration, Ouais. la restauration. C'est important ce qu'elle dit. Elle me parle j'ai commencé à comprendre. Comprendre, on dit aussi, c'est mettre des mots. Mettre des mots sur son histoire. Il faut pouvoir se tourner, regarder son passé et comprendre son histoire. Ouais. Et ça, c'est la connaissance, la compréhension. Raconter vos histoires, connaître son histoire pour, à chaque fois, moi je ne suis pas né aussi là, on vient parler de Fabiola, mais je fais un parallèle avec les étrangers dont on parle. Chaque départ, chaque voyage est un déracinement, Oui. avec beaucoup de souffrance. Et se réconcilier avec son histoire permet d'avancer dans le présent et d'envisager un avenir. Donc c'est des mots. Ouais. C'est des mots. Et derrière ça, au-delà des mots de son histoire, chacun comprend comme il veut, il y a là où, comme Ben vient de dire, la foi vient poser un fondement. Ouais. Quelle que soit ton histoire, je te donne une nouvelle identité. Oui. Et là, Amen. c'est fini. Ça change tout. On ferme la boutique. Parce que quelle que soit ton histoire, je viens te donner une nouvelle identité. C'est ça, quel que soit le point de départ. Ouais. Ouais, Joy. Mais justement, quand on parle de mettre des mots, etc., est-ce que tu as aussi été entouré et aidé pour ça Accompagné. par des personnes? oui. Parce que je veux dire, il y a le travail que le Saint-Esprit fait, mais des fois, on peut être... Il utilise des gens pour nous aiguiller, pour nous... Ça doit être tout un cheminement énorme, quoi. Mais avant juste de commencer ce temps de guérison, ce temps de reconstruction, j'étais à Emetten, là on était ensuite avec la chorale LPG En Suisse. en Suisse. Emetten, petite bourgade Ah bah de ça. Suisse. Faut Et, connaître. Oui, je recontextualise parce que là, si des frères et sœurs d'autres pays nous regardent, oui, c'est vrai. Emetten, c'était où ça? Et on a eu un temps de prière et là, il y avait une ancienne amie qui est partie. Elle disait, voilà, là, tu vas rentrer maintenant dans le temps où tu vas guérir de tes blessures et Dieu va te révéler ce que tu as oublié. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais de quoi elle parle? Et je ne comprenais pas vraiment jusqu'à ce que petit à petit, les seigneurs m'a amené à comprendre certains souvenirs. Des fois, je dormais, je rêvais, je me dis, mais est-ce que je l'ai vraiment vécu? Donc, vu que j'étais avec ma sœur, ma grande sœur aînée, qui avait 14 ans, elle se rappelle vraiment de tout. Elle pouvait être le Donc voilà, elle pouvait vraiment me confirmer de ce qui était passé, de comprendre, même de pardonner certaines choses qui ont pu se passer. Et ce cheminement a pris vraiment 10 ans. 10 ans, donc le Seigneur a pris son temps, mais je pense que s'il avait fait ça quand j'étais ado, j'aurais rien compris. Je n'aurais rien compris parce que j'avais pas encore... Son timing est parfait. Ouais. C'est Oui. important de le dire, ça prend du temps. Ouais. C'est Se ça. Ouais. reconstruire. Et des fois, on a envie que ça aille très aille très vite. vite, mais c'est pas parce que ça va plus vite que c'est mieux. Des fois, ça demande vraiment du temps C'est pour vrai. poser les choses. Fabiola, j'aimerais le temps passe vraiment et j'aimerais... Frustrant. on pourrait rester longtemps. Hein. Ça fait déjà 1 heure. Mais C'est sûr qu'on aimerait l'écouter encore. j'aimerais te... Moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que la France s'est enrichie d'une merveilleuse... Ah bah ça. Oh là, alors là, si vous la, alors là, Ça, si on la c'est- connaît pas... Et la deuxième peut-être chose qui est aussi importante, c'est de la même manière que tu disais que tu as été en contact avec des gens qui t'ont aidé à guérir, etc. On peut retrouver des personnes qui ont vécu les mêmes choses, mais qui se retrouvent avec des gens qui vont exciter la haine Mais et qui vont bâtir en eux. justement, j'aimerais terminer en Pardon. posant une question à Fabiola. Je vais te laisser, ça me semblait important. Si quelqu'un nous Une écoute... affirmation prophétique. Ah, tu vois, Avant qu'il parle. tu vois C'est beau. comme il est. C'est beau. Mais si quelqu'un nous écoute et qui, lui, est dans une situation qui est similaire, mais qui n'a pas été reconstruit, qui est encore dans la haine, ou au contraire, ça a teasé des choses, ça a gravé des choses, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que le Seigneur, c'est lui qui prend notre vie complètement, qui a été détruite, qui n'avait pas eu de base. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui sait comment nous réparer. Amen. Et sans aller chez le Seigneur, sans aller chez Dieu, ça va être un peu compliqué de comprendre et de comprendre son identité et qui nous sommes réellement. Et si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est que
les difficultés, bien sûr, elles font très très mal, mais je sais qu'il y a une guérison. Et il y a une joie parfaite à être guéri et à regarder la cicatrice et ne plus avoir mal. Et c'est vraiment quelque chose que je peux préciser. Lorsqu'on est vraiment guéri, il y a ce cicatrice, mais on se rappelle de tout ce qu'on a pu avoir, mais on n'a plus mal. On a juste le souvenir, mais on n'a plus mal. Et il y a une construction parfaite dans le Seigneur. Et ça, je tiens vraiment à le préciser. Toute la différence, ouais. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Fabiola. Est-ce que, bon, moi j'aime beaucoup ces émissions et encore plus quand c'est des témoignages bouleversants et passionnants comme ça et que ça termine bien. Ça c'est encore mieux. Claude, est-ce que tu voudrais bien prier? J'aimerais qu'on puisse prier pour ces sujets qu'on a évoqués aussi, que tu te laisses conduire. Et ensuite, on se dira au revoir et je dirai au revoir à tous nos amis qui nous regardent encore. Amen. Et Seigneur, nous réalisons pendant cette émission-là, nous sommes pris émotionnellement par tout ce dont nous avons discuté. Et nous avons besoin de ton amour. Seigneur, et ceux qui nous écoutent ont autant besoin de ton amour. Seigneur, que ton amour trouve le chemin de nos cœurs. Que ton amour vienne nettoyer, Seigneur, vienne remplir, Seigneur, les réservoirs vides. Que ton amour, Seigneur, vienne combler. Que ton amour vienne Seigneur, fermer les brèches, Seigneur, les petites fissures, que ton amour nous remplisse. Nous avons besoin de ton amour. C'est parce que c'est seulement rempli de ton amour que nous pouvons aimer en retour. Oui. Que nous pouvons aimer l'autre, que nous pouvons nous aimer, que nous pouvons nous accepter, que nous pouvons nous accueillir, Seigneur, et que nous pouvons guérir. Seigneur, je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, nous, ici sur le studio, comme ceux qui nous écoutent, que chacun nous puissions, Seigneur, vivre cette dimension, cette expérience avec ton amour, avec toi, Seigneur. Amen. Nous avons besoin de ton amour à chaque jour. Merci pour Fabiola, Seigneur, et merci pour chacun d'entre nous. Oui. Gloire à Jésus. Papa. Amen. 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 Merci vraiment Fabiola, pour ce moment. Ça va, tu as tenu le coup? Ça va. C'était très bien. Elle est restée digne. Oui. Merci Claude, merci papa. Merci Joy, et puis merci à vous qui nous suivez de façon assidue. Franchement, on est bénis de vous avoir. Et puis on espère que ça vous bénit vous aussi. Je suis heureux quand je me déplace d'entendre beaucoup de témoignages, d'encouragement, etc. N'oubliez pas, partagez cette vidéo si ça peut faire du bien à quelqu'un que vous connaissez. C'est vraiment l'occasion. Et puis nous, ça nous édifie rien qu'en parlant. Moi, j'en sors édifié, grandi. J'ai pris 20 cm, je pense au moins. Et au moins. Attention sur la prochaine émission, mais n'oubliez pas, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez liker. Tout ça, c'est pas juste pour le fun, c'est que ça donne de la visibilité pour que d'autres puissent les voir aussi. Et c'est aussi, entre autres, un des buts de On s'y retrouve. Je vous le rappelle aussi, c'est en format podcast depuis le début du mois. Donc sur toutes les plateformes de podcast, vous pourrez l'écouter en audio, tout simplement. Et je vous dis à vendredi prochain, 19h. Ciao, ciao.